Après avoir lu et relu le texte du directeur de l'UNESCO, il est important maintenant d'en faire une lecture analytique, c'est-à-dire une lecture qui va identifier les éléments les plus importants et voir comment ils s'organisent, comment ils sont en corrélation et quel est le principe qui les met justement dans ce type de relation, dans ce type d'organisation, pour aboutir à une conclusion, c'est-à-dire à l'intention même de l'auteur du texte, de cet appel, intention qu'il veut partager avec son lecteur. Ce texte, si on compte le nombre de paragraphes, il y en a 9 si l'on considère la phrase charnière qui est isolée comme un paragraphe. Elle toute seule occupe un espace privilégié qui est central. Cette phrase de la ligne 14 est détachée du reste pour être mise en valeur, et elle se décline, elle se lit comme une règle, une loi. Or, la solidarité ne se décrète pas, elle se vit. Elle arrive, cette phrase, dans un moment où l'auteur a exposé la situation dans laquelle se trouve l'humanité. C'est le premier paragraphe. Nous vivons une époque porteuse de graves incertitudes et d'immenses espoirs. Et regardez cette antithèse. C'est une époque pleine d'incertitudes, on est sûr de rien, le sens de la vie est incertain. Et en même temps, c'est une époque où on a d'immenses espoirs. Et puis, il exprime ce que nous avions déjà dit tout à l'heure, que les nations sont réunies dans un concert de relations puissantes d'interdépendance. Interdépendance signifie que chaque nation n'est pas isolée. Chaque nation dépend d'une autre nation. La dépendance peut être une dépendance d'ordre énergétique. Certaines nations dépendent d'autres. Elles ont besoin du pétrole des autres. Elles ont besoin du gaz naturel des autres. Certaines nations ont besoin de phosphate. D'autres ont besoin de charbon. D'autres ont besoin d'uranium. Donc de ressources minières. Et même l'eau. L'eau peut être à l'origine de la dépendance de certains pays par rapport à d'autres. Ça, ce sont des relations de dépendance énergétique, mais il y a aussi des relations de dépendance politique. Certaines régions du globe ne sont que des enclaves d'autres régions plus grandes, sont que des éléments d'autres régions plus grandes. De nombreux pays sont encore colonisés. Voilà ce que signifie réseau, situation d'interdépendance. Le nous, pronom personnel, qui est un indice d'énonciation, parce que quand on parle
dénonciation, on doit se poser des questions. Qui parle? À qui? Quand et où? Et qu'est-ce qu'il vise? Quelle est son intention? On l'a déjà dit, je vous le redis encore, ici, nous vivons une époque porteuse de grave. Ce nous, c'est un pronom personnel, on l'a déjà vu, il est inclusif, il va rassembler tous les êtres humains sur cette planète. Il embraye le texte, il donne le coup d'envoi au texte, et en même temps, il expose la situation dans laquelle se trouve toute l'humanité entière. L'humanité dont je fais partie, dont vous faites partie, dont le directeur de l'UNESCO fait partie. C'est aussi, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le présent de l'indicatif est dominant. Et il met en évidence l'interdépendance des nations du monde au moment où le directeur de l'UNESCO s'exprime, c'est-à-dire en 84, déjà en 1984. Alors, cette expression qui apparaît à un moment donné, lorsqu'il dit, pour la première fois, à la troisième ligne, réunis dans un même réseau de rapports réciproques, pour la première fois, on a déjà vu l'expression, pour la première fois est une modalité qui exprime la manière, le moment où cette interdépendance existe, où ces rapports réciproques existent, pour la première fois réunis dans un même réseau. C'est une modalité appréciative qui exprime le jugement de l'auteur, qui montre l'importance de cette interdépendance de destin. Le destin de chaque nation est lié au destin des autres nations. Et on aborde, ça c'est dans le premier paragraphe, et on aborde le deuxième paragraphe. Le premier paragraphe est expositif. On aborde le deuxième paragraphe qui exprime la condition nécessaire à la réalisation concrète de cette solidarité. Vous allez remarquer l'emploi de mais qui aborde, qui embraye lui aussi le début du deuxième paragraphe. Mais il faudrait pour cela qu'elles unissent leur volonté et conjuguent leurs efforts dans la perspective d'un avenir commun. Ce mais signale la condition nécessaire à la réalisation d'un vœu. C'est pour cela que le conditionnel est utilisé. Il faudrait, mais il faudrait qui est répété deux fois. Ce qu'on appelle le procédé de la reprise. C'est quelque chose qui est redondant. On répète et on répète pour qu'on n'oublie jamais. C'est le style pédagogique, le style didactique. L'enseignant répète pour faire entrer une notion dans l'esprit de l'autre, on doit répéter, même si c'est au conditionnel. Mais il faudrait pour cela qu'elles unissent, il faudrait qu'en d'autres termes, voilà,
Il répète, il dit bien que c'est la même chose, il va répéter la même chose, mais d'une manière différente, en utilisant d'autres termes. Et on arrive donc, bien sûr, à la phrase « La solidarité ne se décrète pas, elle se vit », qui sonne comme quelque chose d'important, comme une loi naturelle, celle de la pratique. Et elle va rappeler quelles sont les tâches, le travail de l'UNESCO, les tâches, c'est-à-dire ce que doit faire l'UNESCO pour arriver à réaliser ce vœu qui est le vœu de la solidarité. Une des tâches fondamentales est de la rendre présente et efficace. Le là exprime quoi? Le là est un substitut. C'est-à-dire qu'il remplace un nom. Ici, là remplace solidarité, qui était déjà annoncée. Et il annonce solidarité qu'on va revoir après. Car seule la solidarité peut tisser un réseau d'amitié capable de relier les uns aux autres. Donc vous voyez que là, ici, a une importance importante parce que on sait que c'est la solidarité. Mais on ne la désigne pas, on la désigne par un déterminant, la solidarité. Enfin, on arrive au dernier paragraphe, enfin à la dernière partie plutôt, à la troisième partie, où il y a 4 paragraphes, avec bien sûr l'utilisation du pronom personnel je, qui désigne celui qui parle, celui qui écrit. Ici l'auteur s'implique parce qu'il dit je. Et ce je-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler, il va demander, il va solliciter l'adhésion du lecteur qui est conscient du problème. Après avoir exposé la situation, après avoir donné les conditions, après avoir présenté le travail à faire, les tâches à réaliser, le directeur d'UNESCO termine par une exhortation. On peut dire donc que la première partie de ce texte est expositive, la deuxième est argumentative, il a des arguments, on désigne par un grand A, condition, et à la fin, une exhortation. Lorsqu'il dit alors j'appelle, et ensuite lorsqu'il dit alors nous pourrons faire grâce à vous, etc. Mais ce vous, on le trouve dans offrez-lui, contribuez à vous, qui vous rapproche, vous unit. Ici, le destinataire de cet appel est directement impliqué. C'est ce qu'on appelle la fonction conative du langage, fonction conative. On l'avait vu la dernière fois dans le schéma de la communication. Il y a la fonction expressive qui exprime, qui montre l'émotion de celui qui dit, qui parle, la fonction conative
qui exprime celui qui reçoit. Lorsque vous dites à quelqu'un vous, toi, c'est la fonction conative. À bientôt.